Bonjour, bienvenue sur Sumi Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, on va voir un nouvel épisode des sorties de la semaine. C'est parti, générique. Être passionné, c'est... Bataille of Super Sonic. Le deuxième film d'animation que j'ai sélectionné, j'avoue j'ai hésité parce que j'ai pas trouvé de gros film qui est sorti récemment. Du coup j'ai choisi Les Mignons 2, il était une fois gros. Il est sorti pendant la fête du cinéma l'été dernier. On n'a pas eu le temps de faire des critiques dessus parce que j'ai pas eu le temps de le voir. Je l'ai vu là que maintenant et récemment. Du coup voilà quoi, je vais pas vous mentir, je suis pas un gros fan de Mignons, mais bon après tout pourquoi pas. Donc Mignons The Rise Grew, c'est réalisation c'est Kyle Balda et scénario c'est Matthew Fogel et la musique c'est Heitor
Pereira, tout simplement. Société de production, c'est Illumination Entertainment. Voilà, États-Unis, France, Japon, comédie d'animation, 88, c'est sorti en 2022. Qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que c'est aussi les studios Illumination Entertainment qui vont faire le film d'animation Super Mario Bros qu'on a vu la première bande-annonce. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler pour savoir un petit peu ce qu'ils font de ce dernier film qui est sorti récemment. Donc Les Mignons 2 était une fois Gru, est un film d'animation en 3D américain réalisé par Kai Balda, sorti en 2022. Il s'agit d'une préquelle sur l'enfance de Gru, donc ça se passe avant les événements Moi Moche et Méchant, où il y a déjà eu 3 épisodes, hein, donc ça c'est le deuxième des Mignons. Alors dans les années 70, le jeune Gru rêve d'une seule chose, de rejoindre le groupe de méchants appelé les Vicious Six, accompagnés de ses mignons. Donc les plus importants sont Kevin, Bob, Stuart et Otto. Ils échafaudent une stratégie pour mettre au même niveau que ses idoles. Le jour tant attendu de rejoindre le groupe de méchants se présente. Gru, trop petit et recalé. Sur un coup de tête, il décide de voler la précieuse pierre du Zodiac afin de prouver sa méchanceté. Mais ce vol tourne court et implique Gru dans un monde de grands dont il ne maîtrise pas les codes. Bien que rejeté dans un premier temps, ses fidèles mignons décident de partir à son secours. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire des Mignons? Bon, ça reste le film des années des enfants des dernières années. C'est assez drôle. Bon, les Mignons ils ressemblent à des espèces de bananes jaunes, toujours. C'est assez drôle, il n'y a pas de dialogue. Les Mignons, ils savent que faire des mots en espagnol bizarre avec des mots inventés, je sais pas d'où ça sort. Donc ça reste fun, ça reste drôle, l'animation est bonne et dynamique, c'est sympa. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donnait avec Super Mario Bros dans cet univers-là, qu'on connaît bien tous. Les Mignons, c'est pas vraiment mon univers, désolé, je connais pas, je suis, hein, mais bon, voilà, ça me parle pas plus que ça, mais c'est vrai que le film en lui-même est pas mal, il est sympa, musicalement il y a du bon son, c'est les années 70, c'est disco, voilà, c'est sympa, les méchants sont sympas, donc voilà, c'est un bon petit film d'animation, voilà pour les fêtes d'Halloween, hein, bientôt les vacances. Qui permet à tous les enfants d'y retrouver son goût, et même nous les parents, enfin les vieux, on va dire d'y retrouver un petit peu son, comment dirais-je, son bonheur aussi, hein, parce que voilà, le film est sympa, on va dire il est regardable, quoi, il est sympa, il est drôle. Donc voilà, la thématique cette année c'est Halloween, hein, bien sûr, le premier film, donc Superman et Batman, Superson, c'est pas de ouf, mais bon, ça reste dans la thématique des super-héros, donc voilà, on va parler beaucoup de Halloween aujourd'hui. Donc, cette fois-ci, cette semaine, ce ne sera pas une série, ça sera un téléfilm qui est sorti récemment sur Disney+, qui en a vu d'ailleurs la promotion pendant le Disney Plus Days, que vous avez peut-être dû voir une de mes vidéos, qui est sortie quelques jours déjà. Donc du coup, le film dont je vais vous parler, le téléfilm, il s'appelle Warwolf, excusez-moi, by Night. La réalisation, c'est Michael Giano. Le scénario c'est Heather Quinn, excusez-moi le son monte tout seul, je sais pas pourquoi. Du coup la musique c'est aussi Michael Giannino. Donc les acteurs principaux sont Gaël Garcia Bernal et Laura Donnell et Harriet Sanson Harris. Donc les studios de production c'est Marvel Studios aux États-Unis, super-héros bien sûr. La durée c'est 52 minutes, donc c'est quasiment un épisode de série, donc c'est pas mal. Donc Warwolf by Night est un téléfilm spécial américain réalisé par Michael Giacchino et diffusé en 2022 sur le service de streaming Disney+. Le scénario est basé sur le personnage de Jack Russell, édité par Marvel Comics. Le programme est destiné à être le premier spécial télévisé de l'univers cinématographique Marvel MCU, spécial Halloween hein, forcément, partage à la continuité avec la film de la franchise, le spécial produit par Marvel Studios. En plus, l'avantage qu'on peut donner à ce film, c'est la première fois qu'on voit un film Marvel Studios d'horreur et en noir et blanc, donc c'est vraiment intéressant. Bon, Doctor Strange avait un peu initié un peu le truc, les films d'horreur commençaient un petit peu à débarquer, bon ça reste soft. Là on s'y approche bien dans les bons vieux films d'horreur à l'ancienne avec c'est un lycan, c'est un loup-garou. Du coup, voilà, en noir et blanc, c'est intéressant, j'ai trouvé ça vachement bien, mais je donnerai après ma critique. Donc, alors, l'histoire est simple. Alors, c'est Gaël Garcia Bernal tient le rôle principal de Jack Russell aux côtés de Laura Donnelly et Harriet Sanson. Le développement de l'épisode a commencé en août 2021 avec le casting de Bernal en novembre. Giacchino a rejoint en direction en mars 2022, avant le début du tournage plus tard, ce mois-là, Atlanta, en Géorgie, qui s'est terminé fin avril. Du coup, le spécial sorti sur Disney+ le 7 octobre 2022 dans le cadre de la phase 4 de l'univers cinématographique de Marvel. Alors, l'histoire. Le groupe secret de chasseurs de monstres se ressemble au château de Bloodstone. Après la mort de leur chef, s'engage à une compétition mystérieuse et mortelle pour reliques puissantes qui les amènera à faire face à un monstre dangereux. Donc,
Voilà, c'est un peu l'histoire tout simplement de ce qu'on peut trouver. Donc qu'est-ce qu'est l'avantage de ce film-là? C'est que, comme je vous l'ai dit, il est totalement noir et blanc, ça fait un peu vieux film d'horreur des années 80, des années 50 plutôt. C'est vraiment intéressant, les effets spéciaux sont super bien faits, le costume est ça fait penser un peu au loup-garou de Londres pour ceux qui connaissent, donc le costume un petit peu c'est un peu à l'ancienne, même les effets sont à l'ancienne, c'est vraiment bien fait, l'histoire est sympa, bon en vrai c'est pas ouf, hein. C'est un petit épisode d'un téléfilm qui dure 52 minutes, donc ça reste un petit truc à regarder, mais c'est quand même sympa à regarder parce que c'est intéressant, la façon comment ça a été fait, et on va dire que pour une fois c'est plutôt pas mal. On va dire Marvel ces derniers temps nous avait habitués à faire du gros n'importe quoi, hein, avec les séries genre She-Hulk que vous avez vu récemment, qui est une bouse totale, le dernier Thor qui est une bouse aussi totale, enfin bref, voilà, il y a plein de bouses en ce moment chez Marvel, hein, ils adorent ça en ce moment. Et du coup, là, c'est pas vraiment un nanar, c'est vraiment intéressant, c'est parce que la façon comment c'est fait un peu vieux film, noir et blanc, l'histoire est sympa, donc c'est tiré d'un comics, hein, forcément. Et donc ça reste sur une fin ouverte, hein, forcément, parce qu'on sait pas si on poursuit le truc ou pas. Mais ça serait intéressant de voir, pourquoi pas, une suite, parce que c'était plutôt bien fait, on va dire, pour une fois. Je dirais que c'était plutôt pas mal. Voilà, on passe à la suite. Donc le deuxième téléfilm, enfin documentaire que j'ai choisi cette semaine, c'était plus un documentaire. Il est sur Netflix, il est produit par LeBron James et Dwayne Wade. C'est un documentaire sur l'équipe championne olympique en 2008 et enfin disponible, c'est un must. Donc c'est réalisé par John Winbeck, coproducteur de The Last Dance, qui était sur Netflix d'ailleurs aussi, qui était la dernière danse de Michael Jordan pour le 6e trophée de la NBA. En plus la NBA a repris, donc c'est le top du top, là on a pile poil le bon moment pour parler de ça. Donc ce montage est un must aussi pour tous les fans de la NBA, car on y découvre dans les coulisses d'une équipe de légende, au même titre que la Dream Team de 92, avec des joueurs qui se révèlent sous un nouveau jour. Et en tout état de cause, on vous donne 10 bonnes raisons vite de la visionner. Parce qu'il y a une belle brochette d'ailleurs, déjà, premièrement, interviewé dans le regretté Kobe Bryant, mais surtout beaucoup de LeBron James, Dwayne Wade, Carlos Boozer, le coach Kay, évidemment encore Chris Paul, Carmelo Anthony et Chris Bosh. C'est tout simplement la crème de ce début du siècle réunie pour redorer l'image de tout un pays qui avait perdu à l'époque de la Dream Team en 92, de l'époque de Michael Jordan, c'était la grande époque, c'était les numéros 1 en ce qui concerne les Jeux Olympiques, ils remportaient à chaque fois la médaille d'or, et du coup ces dernières années, après ils n'avaient pas réussi à récupérer cette médaille d'or, ils se sont fait un peu victimer, et du coup la Dream Team en fait c'était une équipe qui a été remise à goût du jour grâce au coach K, qui est un coach universitaire, hein, déjà pour commencer, et du coup ils ont décidé de prendre un engagement sur 4 ans, alors qu'il y avait plein de saisons de la NBA, de prendre les plus grands joueurs que je vous ai cités juste avant, de les faire jouer et s'entraîner ensemble pendant plus de 4 ans pour les prochains JO. Donc pour découvrir les dessous de la méthode coach K, le légendaire coach Duke, qui a utilisé tous les ressorts à sa disposition, avec des interventions des colonels de l'armée, des histoires touchantes au cœur des joueurs, en leur faisant imaginer leur petit-fils ou fille qui les questionne sur la défaite au JO. Avec cette écusson je peux pas perdre, il faudra me tirer dessus. Franchement c'est ma mentalité, c'est celle à laquelle je veux que vous jouiez. Avait ainsi envoyé coach Kay durant la prépa. Pour se souvenir du parcours chaotique de la Team USA de 96 à 2008, avec une 6e place au mondial à la maison d'Indianapolis, qui n'est pas mentionné, le documentaire revient en revanche amplement sur la terrible défaite aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, mais aussi celle de 2006 au mondial japonais face à la Grèce et son baby check qui fait toujours sourire Dwight Howard. Quand on a perdu en 2006 au Japon, ce fut le pire défaite de ma carrière. Tu entraînes la sélection nationale et tu perds. Le conseil d'un coach K encore marqué, on a perdu, on a été sélectionné national et tu perds. Parce qu'on pensait connaître le paysage du basket mondial, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, on devait apprendre le jeu comme il est joué, au lieu de jouer du jeu pratiqué en NBA. Ce jeu n'est pas naturel pour nous, c'est tout simplement différent. Même le ballon est différent, il est composé de 12 parties au lieu de 8. Alors de son côté, LeBron James a accusé aussi le coup en 2 tentatives avec la sélection américaine. Le Chosen One avait essuyé 2 violents revers, je ne me suis pas senti aussi merdique en 2006 qu'à Athènes, on n'était pas encore prêt. Et parce que c'est un moment clé dans la carrière de Kobe Bryant, début de sa 2e carrière à l'époque, Kobe arrive au Team USA pour redorer son blason, ainsi auprès de son affaire de Colorado en 2003, mais aussi précédé d'une incroyable réputation
d'individualisme, sa réputation personnelle allait démarrer par celle de son pays, remis tout en haut du totem mondial. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite explication. Donc je vous dirais que clairement c'est un bon documentaire pour ceux qui sont fans de la NBA, hein, bien sûr. Pour ceux qui n'aiment pas ça, ça va pas vous parler. Et du coup, voilà, tout simplement, regardez-le, vous allez découvrir un peu comment ça se passe dans les coulisses, les joueurs de la NBA, comment ils se préparent pour une compète comme les JO, c'est pas rien. Et du coup, le fait de se faire victimer pendant pas mal d'années, du coup, c'était peut-être une des meilleures équipes après la Dream Team de la sélection américaine des JO. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On va peut-être se dire que on a assisté à un gros moment qui s'est passé après à Tokyo. Du coup voilà, ils sont contents, ils ont récupéré la médaille et tout est cool. On passe au film. Donc le premier film que j'ai sélectionné, c'est bien sûr Halloween Ends, qui peut se dire aussi Halloween prend fin, qui a été réalisé par David Gordon Green. Le scénario c'est David Gordon Green et Danny McBride. Les scénarios c'est Chris Bernier et Paul Brad Logan. Musique c'est John Carpenter que vous connaissez tous. Les acteurs principaux sont bien sûr Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode depuis le premier film, Andy Machika et James Jude Courtney et Rowan Campbell et Kyle Richards. Tout simplement. Alors, du coup, c'est la société de production, c'est Blumhouse Productions et Miramax, Roadhouse Pictures et Tranca International Film. Donc c'est un film d'horreur, hein, tout simplement, c'est un slasher movie, on est en plein dans pas longtemps, quelques jours d'Halloween, donc c'est le moment d'en parler, ça dure 111 minutes, j'aurais préféré vous en parler vraiment à Halloween, mais bon, tant pis, il y aura d'autres films que je prépare pour vous en parler, surprise. Donc du coup, Halloween Ends, ou Halloween prend fin au Québec, est un film horreur américain réalisé par David Gordon Green, sorti en 2022. Alors c'est le 13e film de la série des films Halloween, voilà, c'est vrai qu'on parle vraiment de série et non pas de film. Il est la suite d'Halloween Kills et Halloween qui est sorti en 2019, sorti un an auparavant et seulement prévu pour sortir en 2021. Le film est comme son prédécesseur repoussé d'un an à cause de la pandémie Covid-19 aux États-Unis. Il film sort simultanément au cinéma, et sur la plateforme de streaming Peacock, excusez-moi. Donc Halloween Ends met en scène pour la 7e et dernière fois Jamie Lee Curtis dans le rôle du personnage iconique de Scream Queen Laurie Strode. Andy Machika reprend également son rôle de Allison pour la 3e fois, qui fait partie depuis Halloween. James Courtney reprend à lui aussi le rôle de Michael Myers, avec une fois de plus le retour de Nick Castle pour une caméo. En outre, Kyle Richards retrouve son rôle de Lindsay Wallace, après l'avoir interprété en 1978 dans Halloween et La Nuit des Masques, et puis en 2021 dans Halloween Kills. Will Patton revient lui aussi dans la peau du personnage de l'officier Frank Hawkins, un nouveau personnage central à l'intrigue du film ici fait son apparition, et Corey Cunningham qui est interprété par Rowan Campbell. Donc c'est la conclusion de la trilogie pilotée par David Gordon Green, produit et la société de Jason Blum. Halloween End marque là une volonté de scénariste d'apporter un final spectaculaire et émotionnel de la lutte entre Michael Myers et Laurie Strode, d'apporter un final spectaculaire, émotionnel, et du coup il commence il y a 44 ans dans le but d'apporter la diversité à cette trilogie. Le réalisateur déclare que le chapitre final explore davantage le côté intime de l'histoire des personnages. L'intrigue du film se déroule 4 ans après les événements d'Halloween Kills et raconte le parcours de Laurie Strode pour sa reconstruction de vie normale après la mort de sa fille, alors qu'il essaie de ne plus omnibulé par Michael Myers. Celle-ci va devoir faire face à une nouvelle fois à l'horreur de la nuit d'Halloween. Voilà. Tant que l'avant-première publique d'Halloween End se déroule le 11 octobre 2021 en festival Beyond Fest, l'avant-première privée se déroule le même jour que Grauman Chines Théâtre à Hollywood, en présence de toute l'équipe du film, ainsi que certains acteurs, un ancien film de la franchise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire? C'est 4 ans après les derniers meurtres de Michael Myers, Laurie Strode essaie de mener une vie paisible en compagnie de sa petite fille Allison, alors que Myers a disparu après avoir tué Karen, la fille de Laurie. Celle-ci décide d'écrire ses mémoires dans une ultime tentative d'exorciser ses démons intérieurs. Laurie espère ainsi tourner la page définitivement et recommencer sa vie, mais l'horreur recommence lorsque un jeune homme nommé Corey Cunningham est accusé d'un meurtre d'un garçon dont il avait la charge. L'éternelle dernière survivante se prépare ainsi en ultimement affrontement 4 ans plus tôt, avec le mal pour en finir une bonne fois pour toutes, avec le cauchemar qui a commencé il y a 44 ans plus tôt. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ce Halloween Ends? Tout simplement, c'est la fin de la licence
Halloween plus ou moins, puisqu'on sait pas vraiment si après dans quelques années Halloween va pas se repointer, mais elle termine la trilogie qui a été lancée en 2019 avec le retour des acteurs d'origine dans ce film. Donc moi j'attendais vraiment un film de ouf avec un final de ouf. Et on va dire que je suis mitigé. On va dire que le film en lui-même, l'histoire est basique. Hein, de toute façon, voilà, c'est des films d'horreur, donc on va pas se prendre la tête. Hein, la film d'horreur, c'est pas des histoires très développées. Hein, c'est un mec qui tue les gens, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Mais du coup, je m'attendais vraiment à un truc plus développé que ça. Déjà, le fait qu'on fasse un switch 4 ans après le Halloween Kills, et je trouvais ça un peu bizarre. Est-ce que tu étais vraiment en galère d'idée pour faire une fin finale? J'ai pas trop compris. Après, techniquement, c'est un peu plus réaliste au point de vue de Michael Myers, parce que Michael Myers, après Halloween Kills, prend très cher, on va pas se dire, parce qu'en fait, t'as tout le village d'Haddonfield qui se rebelle contre lui, et il lui fait un espèce de piège où tout le monde le dégomme en fait, en gros, à coup de batraque, à coup de couteau, à coup de tout ce que tu veux, même si Michael Myers s'en sort, il s'en sort pas en bon état. Donc c'est un peu plus réaliste par rapport à ça, mais le switch de 4 ans, j'ai pas compris pourquoi. Après, bon, c'est pour installer peut-être le nouveau personnage, le fameux Corey Young, là, enfin le Corey, qui doit en fait plus ou moins prendre la relève de Michael Myers, mais au final... ça fait pas du tout, hein, il a aucun charisme, il colle pas du tout au personnage, et du coup on va dire que le film est très mitigé, très 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 long à se lancer. On a sans arrêt l'impression que il manque quelque chose, on a l'impression que Michael Myers va jamais apparaître, au final il apparaît au milieu du film, avec une apparition de ouf, hein, qui est juste magnifique, on va pas se mentir, hein, elle est géniale l'apparition de Michael Myers, c'est le seul moment où tu es hypé parce que tu dis waouh, enfin il arrive, et finalement non, c'est un pétard mouillé en gros, il arrive et après il disparaît aussi vite, et du coup tu le vois vraiment en fait à la fin, pour le final qu'on attendait vraiment de ouf en fait, et j'avoue j'ai failli être déçu, et au final le final s'en sort plutôt bien, avec l'affrontement final entre Michael Myers et Laurie Strode. C'est vraiment magnifique, c'est le seul passage du film potable, on va dire, de tout le film. Donc le film il dure presque 2 heures, donc je vous imaginez, c'est hyper long à regarder un film inintéressant, on va pas se mentir, hein. C'est vraiment inintéressant, c'est vraiment, on introduise le nouveau personnage, le nouveau psychopathe là, le nouveau ouf. C'est long, et c'est vraiment à la fin où ça se lance vraiment, et là tu te dis ah enfin ça commence, et puis au final non, c'est la fin en fait, c'est juste ça, donc tu te dis c'est vraiment dommage. Déjà le Halloween Kills était un peu peut-être trop, je trouvais ça un peu abusé, voilà, il était un peu long, un peu en bruit, mais il était plus centré action, donc moins horreur, donc c'était un peu mieux, et du coup là le fait de faire un 3, techniquement il faut les terminer, mais je voyais pas ça comme ça du tout, j'avoue j'ai été vraiment déçu et surpris, je me suis dit vraiment ils vont en finir comme ça, et puis le final se rattrape beaucoup, donc on se dit oui Halloween's End, et finalement on se dit on est soulagé parce qu'on se dit c'est pas trop tôt quoi, c'est vraiment fini, parce que de toute façon c'est fini, le chapitre se termine avec Laurie Strode, donc c'est terminé avec elle, donc est-ce que ça va continuer ou pas, ça laisse un peu une fin ouverte, ça s'arrête, le film s'arrête là-dessus, est-ce que Michael Myers va revenir, ça, normalement, en fait, Laurie Strode conclut en disant que le mal est partout et qu'il prend toujours une nouvelle forme. Donc même si Michael Myers n'est plus là, en fait, il le voit comme une maladie, comme un virus. On se dit pas si quelqu'un va prendre la relève, mais du coup, voilà, c'est vraiment la fin du chapitre Laurie Strode. Et bon, la fin de Michael Myers, forcément, parce que je vais pas vous spoil, mais la fin est vraiment salace. Franchement, le pauvre, t'as de la peine pour lui, parce que comme ils lui font du sale, c'est chaud. Voilà, on va pas se mentir, mais bon, après, le film est vraiment mitigé, vraiment à demi-teint, comme on dit. Très long, très chiant, très lent à se démarrer. C'est vraiment le milieu où la première apparition de Michael Myers c'est vraiment intéressant, et la fin, le final qui se rattrape, mais ça vaut pas un film, quoi. Ça vaut pas le coup, franchement, de prendre une place de cinéma. Je vais pas vous mentir, vaut mieux le voir en DivX ou en DVD quand vous l'aurez plus tard, ou si vous avez un bon plan, mais là, c'est vraiment la tristesse de ce final qu'on aurait attendu beaucoup. Le dernier film que j'ai sélectionné, alors c'était un peu compliqué parce que je savais pas vraiment quoi choisir cette semaine, et j'ai eu la chance de tomber sur le Spider-Man No Way Home version longue, s'il vous plaît. Du coup, je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter en Blu-ray ou d'aller le voir au cinéma s'il est encore, je sais pas s'il est encore. Et j'ai dit tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant de le revoir, en sachant que moi je l'ai vu en version courte au cinéma, hein, je trouvais ça
qui était mieux que les autres films, Spider-Man Homecoming et No Far From Home. Je trouvais que c'était un très bon Spidey, ça faisait un beau final. Du coup, on sait qu'il y a une nouvelle trilogie qui est en cours, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va reprendre. Avec les 3 Spider-Man qui revient, c'est juste génial. Donc là, enfin, dans la version longue, les 3 Spider-Man sont sur l'affiche. C'était déjà un bonus parce qu'on savait déjà qu'ils étaient là. Donc ça ne servait à rien de les cacher. Comme ils ont fait leur campagne, je voyais pas l'intérêt de cacher que les 3 Spider-Man étaient là. C'était complètement débile. Au contraire, il fallait jouer avec ça. Ça aurait fait encore plus la hype. Et du coup, le fait qu'il y a aussi Daredevil aussi, pourquoi tu le caches alors qu'il n'y a aucun intérêt? Daredevil, dans la version courte que j'ai vue au cinéma, il a un passage, il dure 3 secondes, c'est vraiment ridicule. Alors j'avais vraiment espéré que dans cette version longue, parce que le film dure 2h30, et là la version longue dure 2h40, il y a 15 minutes qui a été rajoutée, je crois, un truc comme ça, valait le coup, et j'avoue, je vais vous donner ma critique, vous allez voir. Vous allez être bluffé. Donc alors, 9 mois après la sortie de la salle de Spider-Man No Way Home, la version longue du film John Watts sort dans les salles obscures. Bon, il est sorti le 7 septembre, hein, mais bon, vous n'avez pas tardé à l'avoir en DVD, hein, on va pas se mentir. Dans No Way Home, le héros sympa du quartier démasqué, on ne peut désormais plus se séparer de sa vie normale et ses lourdes responsabilités de super-héros. Alors, quand il demande à l'aide de Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. Ça, c'est vrai, on peut se retenir là-dessus. Enfin, elle prend tout son poids, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Elle prend toute son ampleur dans ce film. Enfin, on y attendait avec impatience, parce que ça fait un moment qu'on en entend parler dans les autres Spider-Man, et là, dans le Homecoming, on le voyait pas. Et c'est vraiment dans No Way Home où il devient le vrai Spider-Man, on va pas se mentir, il devient le Spider-Man qu'on connaît. Et du coup, alors, porté par Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Tobey Maguire et Andrew Garfield, le long métrage a engrangé vers 1,9 milliard, donc c'est pas mal, de dollars au box-office international. La sortie de la version longue devait ainsi permettre au film Sony de Marvel de dépasser les 2 milliards. Alors, No Way Home comportait de très nombreuses crossovers, avec notamment la présence des anciens Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield, et les méchants emblématiques des trilogies précédentes, dont William Dafoe dans le rôle de Bouffon Vert, qui est pas rien, mais qui est pas négligeable, et Alfred Molina qui joue le rôle de Dr Octopus. Voilà. Voilà, c'est pas rien. Alors, No Way Home comportait du coup un habile mélange qui enchantait les fans, mais que comporte la version longue du film? Quelles scènes de personnages ont été ajoutées? Le film qui aurait duré 2h28. Alors, Spider-Man version longue contient environ 11 minutes de nouvelles séquences disséminées dans le film, dont les nouvelles scènes post-crédits. Alors, des scènes supplémentaires vont un peu des petites blagues de conversation de Tom Holland et Tobey Maguire, Andrew Garfield, ce qui ravivera les fans, qui réclamera plus d'interaction entre les 3 Spider-Man. Alors voici les scènes supplémentaires de Spider-Man, hein. Je vais juste vous en raconter une ou deux, histoire de dire, parce que je vois pas trop l'intérêt. Si vous avez envie de l'acheter, j'ai pas envie de vous spoil. Alors, du coup, le premier changement significatif est l'introduction du film est présentée par Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Plus besoin de garder le secret maintenant, désormais, puisque tous les fans savaient déjà que les 3 héros sont dans le casting du long métrage de Tom Holland, ouvre la conversation sur Zoom, en remerciement leurs fans pour leur incroyable soutien de leur réaction du film. Andrew Garfield enchaîne en expliquant à quel point il est reconnaissant pour le film, tandis que Tobey Maguire dit que reprendre le rôle de Spider-Man a été une belle expérience. Cette séquence se conclut avec une déclaration d'amour de Maguire et de Tom Holland pour Garfield. Voilà. Et bien sûr, un de mes persos préférés de l'univers Marvel, hein, c'est Daredevil. Donc cette version comprend une scène supplémentaire avec Matt Murdock, Charlie Cox, avec Happy et Jon Favreau, qui est monsieur qui a un peu lancé la série The Mandalorian, donc c'est pas rien. Et également interrogé par le département de Damage Control pour savoir s'il y a quelque chose à voir avec les technologies volées par Stark Industries. Et Happy engage Matt pour être son avocat, distrait par une alerte de sécurité montrant les méchants, forcément qui sont Spider-Man, qui débarquent dans son domicile. Happy transpire, bien que l'avocat n'ait pas l'occasion de montrer son expertise juridique. Il demande à Happy d'arrêter de suer. Ce commentaire amène Happy à lui demander comment il peut le savoir, alors qu'il est aveugle. Et les méchants sont dans l'appartement de Happy. Voilà. Une nouvelle scène très rapide montre justement Peter, Tante May et les méchants de multivers qui se rendent de l'appartement à Biogan. La nouvelle version ajoute une scène dans laquelle Peter, May, Electro, Dr Octopus, Norman Osborn et Sandman, enfin l'homme sable, hein, pas Sandman de DC, on va pas se mélanger, Tom Hadenchurch sont dans un ascenseur. Cela n'ajoute rien à l'intrigue mais fournit une image amusante, voilà. Donc en gros, voilà, il y a aussi la scène qu'il avait tourné avec son frère, qui a été coupé au montage, on va voir enfin, dans le film de No Way Home. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette version longue? Ça n'importe rien à l'histoire et à la trame principale, hein, l'intrigue principale. C'est juste des scènes supplémentaires, des gags supplémentaires qui ont été retirés. Le seul avantage qu'on a pu en tirer, c'est l'introduction qui est sympa.
et puis que enfin Matt Murdock apparaît un peu plus à l'écran parce qu'il était totalement manqué de respect, il a duré 3 secondes à l'écran, là il a 2 scènes, 3 scènes, allez, donc c'est un peu mieux, mais bon c'est pas non plus ouf, hein, on va pas se mentir. Après le film en lui-même reste le même, hein. Les scènes post-génériques changent pas des masses, voilà, c'est juste en fait des séquences dans le lycée avec Betty Brant qui interviewe des gens, donc voilà, c'est vraiment inintéressant, ça va rapporter rien au scénario. Franchement, il sort en Blu-ray demain, je vais te dire, bah ça sert à rien de l'acheter, hein, si t'as la version classique cinéma, bah tu peux la garder, ça va rien t'apporter, à part si t'es un gros fan et tu veux tout voir, ouais, comme moi j'ai voulu, parce que voilà, j'étais curieux, je voulais voir à quoi ça ressemblait, mais bon, ça t'apporte rien au scénario, ça t'apporte rien à l'histoire, à l'intrigue principale, c'est juste des petits gags supplémentaires, je vois pas l'intérêt, ils auraient pu le mettre en bonus dans le DVD, c'était pareil quoi. Enfin voilà quoi, c'est mon avis, c'est pas, voilà, c'est pas mon, ça engage personne, ça engage que moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher des commentaires, de liker, partager, et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement sur Black Adam qui va sortir, qui est sorti mercredi au cinéma. Est-ce que c'est Black Adam, j'ai voulu lancer une question, est-ce que c'est l'espoir de relancer l'univers DC qui est en perdition depuis quelques années, ou c'est comment dirais-je, la catastrophe, le désespoir, ou que ça va encore plus l'enterrer, déjà il est déjà pas mal enterré, mais là, voilà quoi, donc bon, ce qui est dommage c'est qu'il y a eu un gros spoil, et ça franchement les mecs je vous ai abusé de ouf, hein. Je dis les mecs parce que c'est en général, c'est de mettre la scène post-générique où on voit apparaître Henry Cavill dans le retour de Superman. Je vois pas trop l'intérêt de montrer ça les gars, c'est justement la scène que tout le monde attend. D'accord, c'est cool, de toute façon Dwayne Johnson il a été malin, il vous a eu dès le début, donc voilà, il a dit clairement que son but dès le début c'était de faire revenir Henry Cavill, donc voilà, ça c'est fait. Donc quoi qu'il arrive, même si la scène elle avait fuité, on le savait déjà qu'il allait revenir, maintenant ça gâche un peu la hype, ça gâche un peu la surprise, parce qu'on savait que ça allait arriver. Maintenant on peut remercier Dwayne, parce que Dwayne a réussi à le faire revenir, c'est juste une énorme annonce, et en plus on sait que maintenant Man of Steel 2 est lancé et qu'il va y avoir un futur film Black Adam vs Superman, ça peut être ouf aussi. Maintenant, voilà les gars, ça sert à rien de mettre ça sur YouTube à la sortie du film, quoi, sérieusement quoi. Vous auriez pu attendre un peu, quoi, sérieux, je vois pas l'intérêt. Et du coup, là, on pourra juste remercier de Dwayne Johnson de ce retour. Et bon, on sait que le film ne sera pas ouf, mais bon, grâce à lui, au moins, on va pouvoir peut-être espérer, j'espère, hein, bien sûr, on dit toujours espoir, l'espoir fait vivre, qu'on lancer cette fameuse licence, cette fameuse DCU qu'on attend depuis quelques années, qui est depuis le départ de Zack Snyder est complètement laissé à l'abandon, on va pas se mentir, hein. Les films, ils sont n'importe dans tous les sens, il n'y a plus de cohérence, donc bon, heureusement il y a des bons films comme Batman et le Joker qui sortent du lot, comme Aquaman qui est le premier qui a été pas mal du tout, mais voilà, malheureusement ce que voulait donner Zack Snyder, on l'a perdu en cours, et on espère que grâce à Black Adam et grâce à Dwayne Johnson et grâce à le retour d'Henry Cavill et Superman, on va enfin pouvoir relancer cet univers qui est DC Comics, qui est aussi, voire même plus grandiose que Marvel, voilà. À très bientôt, et on se dit à